Explication spirituelle 51, il y a du travail, vraiment. Partie 3/3. Nous allons éclairer ici le troisième grand domaine de base, de ce qui constitue la dynamique d'une civilisation, mais nous ne pouvons pas le faire sans évoquer les volontaires incarnés. Rappelons très brièvement ce qu'est un volontaire incarné, c'est une âme appartenant magnétiquement à une race plus avancée, sur un plan neuropsychique, que la race humaine terrestre, sous-entendu humaine physique terrestre, et incarnée. Dans une complexion humaine, et donc disposant des pleins droits humains terrestres du point de vue cosmique. Nommons tout de suite le troisième grand domaine de base, c'est le domaine de l'éducation psychique, à minima la capacité du système éducatif à assurer le développement de la force psychologique des individus, jusqu'au stade de la maturité psychologique. Mais nous pouvons, et nous devons, le dire également sous une autre forme. La majorité des problèmes humains, personnels, sociétaux, est-elle constituée de problèmes ayant chacun sa propre origine distincte et irréductible aux origines des autres problèmes, ou bien est-il possible d'envisager une racine commune et unique à la majorité de ces problèmes? Quel serait le socle commun entre un conflit armé entre deux pays, et les conflits mouvementés au sein d'un couple? Quel serait le socle commun entre une personne en situation de décrochage social et professionnel, et un pays dans lequel la violence urbaine se banalise? En ayant la charge d'une population psychologiquement immature, et donc sujette à toutes sortes d'instincts délétères et à toutes sortes de comportements négatifs, un appareil dirigeant qui serait lui-même composé d'individus frappés de la même immaturité psychologique, serait tout à fait incapable de trouver et d'appliquer des solutions sociotechniques efficaces afin d'assurer une bonne qualité de vie au sein du système social. Et un individu psychologiquement immature sera naturellement enclin à être victime de toutes sortes de souffrances et de turpitudes, et sera naturellement porté à générer lui-même des comportements négatifs de diverses ampleurs. La base de la majorité des problèmes humains, à différencier des problèmes purement techniques, sinon la base de tous les problèmes humains, c'est l'immaturité psychologique de la grande majorité des individus, ainsi que l'immaturité psychologique des individus de l'appareil dirigeant. Qu'est-ce que l'immaturité psychologique? Nous allons plutôt concentrer notre propos sur la détermination pratique et énergétique de ce qu'est la maturité psychologique. Vous êtes prié de mettre de côté ou de suspendre pour l'instant tout ce que vous croyez savoir, ou tout ce que vous croyez comprendre, de ce qu'est la maturité psychologique. Lisez attentivement les explications en suspendant votre mental émotionnel réactif, et seulement après la fin de l'explication, vous pouvez essayer de voir à quel point votre conception personnelle diffère d'une analyse objective de ce qu'est la maturité psychologique. Donc, qu'est-ce que la maturité psychologique? La définition technique de base c'est celle-ci. La maturité psychologique c'est la situation dynamique d'une personne chez laquelle la force de volonté possède un ascendant net et stable sur chacune des instances de son système psychologique, l'intellect, le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Si nous disons force psychologique, nous entendons le fait de l'action de la force de volonté sur l'une ou l'autre des instances de l'appareil psychologique, du système psychologique. La maturité psychologique est une affaire de rapport de force interne, et c'est la situation dans laquelle la force de volonté est nettement plus forte que les dynamiques de chacune des instances du système psychologique. Examinons les implications de cette définition, ou plutôt les principaux aspects de la maturité psychologique. Quand la force de volonté domine, car c'est le mot, n'en ayez pas peur, il ne s'agit pas de coopération, ou d'harmonisation, ou de toute autre notion forgée pour obéir à la peur de la rigueur, de la clarté, de la précision et de la force. Quand la force de volonté domine l'instance intellectuelle, l'individu est alors capable de maîtriser sa capacité de réflexion rationnelle. Cela signifie notamment que ces processus de raisonnement ne sont plus biaisés par l'influence des émotions ou des sentiments, des réactions émotionnelles ou des désirs émotionnels. Cela signifie que ces processus de raisonnement ne sont plus altérés par des biais cognitifs, lesquels biais sont fondamentalement la conséquence d'influences issues de l'instance émotionnelle, du moins essentiellement. Cela signifie que ces processus de raisonnement obéissent aux seules lois de la logique, sans aucun égard pour ce qu'on appelle à tort le bon sens, qui est l'ensemble des tendances à tirer des conclusions hâtives imposées par des réactions émotionnelles et des réactions sensorielles. L'individu qui maîtrise sa capacité de réflexion rationnelle est immunisé contre les croyances de quelque sorte. Qu'est-ce qu'une croyance? C'est une idée qu'une personne accepte de considérer comme vraie, en l'absence des données rationnelles permettant de conclure en la faveur de la véracité de l'idée, voire en la présence de données rationnelles démontrant que cette idée est fausse. Ce qui motive la plupart du temps une croyance chez un individu, c'est deux facteurs: l'attachement d'une partie significative de son environnement social à cette croyance,
et la capacité de cette croyance à apporter à l'individu quelque sorte de réassurance émotionnelle face aux difficultés ou aux horizons intimidants de la vie, ou face à l'apparente étrangeté de certains événements. L'individu souffrant d'indigence intellectuelle, d'incapacité à réfléchir rationnellement, croit sincèrement que ses croyances sont vraies, bien qu'il demeure absolument et totalement incapable d'en produire une démonstration rationnelle quelconque. L'indigence intellectuelle n'empêche pas de faire des études et d'obtenir des diplômes, et cela n'empêche pas d'apprendre des métiers et de bien les exécuter. Vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau intellectuel qui a servi à créer une technologie donnée. Pour être capable d'apprendre comment vous servir de cette technologie, vous n'avez pas besoin d'avoir le niveau intellectuel qui a servi à créer une discipline donnée, pour être capable d'apprendre cette discipline et de savoir l'appliquer techniquement. C'est pourquoi des diplômés et des autodidactes peuvent être de bons professionnels dans leur domaine spécifique, mais être affublés d'une totale incapacité de penser rationnellement lorsqu'il ne s'agit plus de répéter ou d'exécuter ce qu'ils ont appris. L'individu qui maîtrise sa capacité de réflexion rationnelle, disions-nous, est immunisé contre les croyances de quelque sorte. Quand il ne sait pas quelque chose, il n'a aucune difficulté à dire qu'il ne sait pas, il ne va pas essayer de s'attacher à ses éventuelles impressions personnelles. Et quand il a une compréhension rationnelle claire et précise d'une chose qui n'appartient pas encore à l'ordre des faits démontrés, mais que sa compréhension lui montre qu'il y a une position rationnelle à laquelle il ne manque que des données factuelles suffisamment bien répertoriées et bien analysées, il est capable de défendre cette position en posant une hypothèse claire et précise, et en faisant la démonstration rationnelle que cette hypothèse est la seule position rationnelle possible, même si les données factuelles sont encore insuffisantes à ce jour pour établir définitivement la démonstration factuelle de cette hypothèse. Il n'a pas de croyance. Soit il sait, et il peut expliquer rationnellement ce qu'il sait. Soit il ne sait pas, et il sait l'admettre sans détour et sans résistance. Soit il est conscient d'une hypothèse rationnelle capable d'expliquer les choses, et il sait faire la démonstration de la rationalité et de la puissance explicative de cette hypothèse, sans en faire une croyance. Déjà, l'individu qui est frappé d'indigence intellectuelle est incapable de comprendre et d'intégrer ce que c'est que la rationalité, ou la raison, et il croit la plupart du temps que la rationalité c'est la réduction de l'explication des choses à des éléments de réalité observables via les sens physiques et via les appareils physiques, de sorte qu'il croit qu'une idée est irrationnelle à partir du moment où elle invoque des éléments de réalité qui ne tombent pas sous les sens physiques et les appareils physiques. On retrouve de tels individus aussi bien du côté des sciences, que du côté des religions et des spiritualités. La rationalité, c'est l'idée que les éléments de la réalité sont dotés nécessairement de caractéristiques et de propriétés ayant un niveau fondamental de stabilité, sinon de permanence, de sorte que les évolutions et les interactions de tout élément de réalité peuvent être anticipées, expliquées et technicisées clairement, à partir du moment où ces caractéristiques et ces propriétés sont correctement comprises. Du moins nous venons de donner là, la définition basse de la rationalité. La définition haute dit ceci: la rationalité est le principe même de la logique, et la logique est l'ensemble des règles de fonctionnement, des règles d'interaction et des règles de processus, qui garantissent la cohérence entre une cause et son effet déterminé, entre les caractéristiques et les propriétés d'une chose, et les évolutions et les interactions de cette chose. Et quand on analyse un élément donné de la réalité, on doit établir les lois logiques spécifiques auxquelles cet élément obéit, en fonction de ce qu'on va pouvoir connaître de ses caractéristiques et de ses propriétés. Et c'est même ainsi qu'on peut prédire ou anticiper ses évolutions et ses interactions. L'énoncé le plus synthétique de la rationalité, c'est la vérification du principe de non-contradiction des choses en elles-mêmes et des choses entre elles. S'il y a contradiction, c'est que la chose a été mal comprise, et il faut la réétudier plus profondément, ou que la chose n'existe pas telle qu'on l'a pensée de prime abord, et il faut arrêter de la considérer comme vraie, ou il faut en changer la définition. Voici donc une définition condensée et simplifiée de la rationalité, c'est l'idée selon laquelle la réalité, en chacun de ses éléments et en son ensemble, obéit au principe de non-contradiction, nonobstant le fait d'avoir établi une bonne connaissance et une bonne compréhension des éléments de base de la réalité, et des éléments contingents considérés de la réalité. La loi de non-contradiction est une loi absolue, et la pensée rationnelle peut se définir comme une exploration des possibilités que cette loi autorise, et une circonscription des impossibilités que cette loi impose, et la logique, ce sont les modalités fonctionnelles générales de ces possibilités, car du fait de la loi de non-contradiction, les possibilités ne sont pas possibles n'importe comment, elles sont possibles seulement de certaines façons. Toute posture de pensée qui est incapable d'intégrer,
ou qui refuse pour quelque raison d'intégrer les conséquences de la loi de non-contradiction, est une pensée irrationnelle. Il faut le rappeler encore, la logique c'est le principe des règles de possibilité des choses possibles. Ainsi que le principe de circonscription des choses impossibles, la rationalité c'est la détermination de la pensée selon la logique, l'examen des choses selon la logique. Si nous parlons de pensée spirituelle, nous parlons de fait de la pensée rationnelle attachée à l'étude des éléments de réalité appartenant à des domaines de réalité dits spirituels, se situant donc dans des modalités de type de substance et de vibration de substance au-delà du domaine dit physique. Celui qui maîtrise la réflexion rationnelle est capable de comprendre les choses telles qu'elles sont, sans que sa représentation des choses ne soit biaisée par ses réactions émotionnelles et ses réactions instinctives. Mais l'individu frappé d'indigence intellectuelle sera incapable de comprendre correctement tout sujet dans lequel ses réactions émotionnelles et instinctives sont vivement excitées, par exemple lorsqu'il s'agit d'analyser les problèmes de la société, ou les décisions des politiques, ou la question de la vie après la mort, ou la question de l'existence de Dieu, ou les problèmes de racisme, etc. La maîtrise de la réflexion rationnelle est le premier grand élément qui caractérise la maturité psychologique. Quel est le second grand élément ? C'est la maîtrise émotionnelle, résultat direct et dynamique direct de l'ascendance nette et stable de la volonté sur l'instance émotionnelle. Mais peut-être que vous avez une mauvaise compréhension, une compréhension erronée, de ce que signifie et de ce qu'implique la maîtrise émotionnelle. Quand l'instance émotionnelle est maîtrisée par la volonté, il apparaît clairement que les émotions servent à deux choses, quand elles fonctionnent selon des modalités saines. La première chose à laquelle servent les émotions, c'est à donner de belles saveurs à l'expérience de la vie en général, et ces belles saveurs, ce sont les émotions de l'ensemble du spectre émotionnel dit positif, le plaisir, la joie, le contentement, la satisfaction, l'enthousiasme, l'excitation, l'exaltation, la sérénité, la quiétude, la douceur, la tendresse, l'affection. L'individu qui a la maîtrise émotionnelle est capable de prendre plaisir aux choses, et de protéger les caractères de stabilité et de pureté de ce plaisir, entendu que la notion de plaisir désignée ici, recouvre toutes les belles saveurs que nous venons d'évoquer. Dans l'idée de la protection des caractères de stabilité et de pureté, il faut bien entendre la capacité de l'individu à restaurer son plaisir à volonté, nonobstant un petit temps incompressible dans l'effort de restauration de la qualité du plaisir, et entendre aussi la capacité de l'individu à dissiper le déplaisir qui peut s'être formé dans l'instance émotionnelle et qui menace de voiler ou de dissiper le plaisir, nonobstant là encore un petit temps incompressible dû à la résistance que va opposer l'agrégat émotionnel de déplaisir qu'il s'agit de dissoudre ou de dissiper. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas un aplatissement ou une anesthésie de la sensibilité émotionnelle, elle signifie la capacité de restaurer le plaisir et de dissiper le déplaisir, selon l'exercice intérieur de la volonté, soit sous la forme d'une pure intention, soit sous la forme d'une affirmation intérieure qui va réguler les choses. La première chose à laquelle servent les émotions, répétons-le, c'est à embellir l'expérience, par de belles saveurs émotionnelles. Et s'il n'y avait que ça, l'individu ayant acquis la maîtrise émotionnelle se maintiendrait en permanence dans une expérience intérieure de variation des saveurs les plus belles de l'instance émotionnelle, pendant son expérience de la vie. Mais les émotions ne servent pas qu'à cela, il y a un second usage des émotions, tout aussi important que le premier. L'individu est engagé dans un ensemble d'interactions sociales, donc d'interactions avec d'autres êtres humains, pour des objectifs différents et variés. Quand une personne est immature, il va arriver souvent, il n'y a pas besoin d'atténuer les occurrences de cela, il va arriver souvent que la personne déploie une charge d'interaction négative, c'est-à-dire qui constitue un facteur freinant ou un facteur destructeur pour les objectifs concernés, et il va aussi arriver que la personne déploie une charge d'interaction négative qui est directement polluante ou nuisible pour l'autre personne engagée dans l'interaction. Face à une personne immature qui déploie à son intention une charge d'interaction négative, l'individu qui a la maîtrise émotionnelle est tout à fait conscient qu'il est nécessaire de traiter cette charge négative au moins pour préserver son intégrité ou protéger sa sérénité, pour défendre ses intérêts et garantir ses objectifs. Quand les outils doux de communication psychologique ne suffisent plus, communiquer sereinement et avec un langage arrondi, alors l'individu en maîtrise émotionnelle n'aura aucun mal à mobiliser les outils rudes de communication psychologique, et cela nécessite de manifester de la colère, de l'irritation, du mécontentement, et cela nécessite de se positionner dans la confrontation, dans le tranchant, dans le cinglant. Les outils rudes de communication psychologique sont des outils taillés pour soutenir les rapports de force frontaux, même si la personne déployant la charge négative,
le fait dans la sournoiserie par des insinuations irrespectueuses, le fait de mobiliser les outils rudes va obliger une telle personne à assumer ce qu'elle fait et à assumer le rapport de force frontale si elle en a le courage. Les gens qui donnent dans la manipulation psychologique, ou les gens qui sont victimes de la manipulation psychologique des premiers, essaieront toujours de défendre l'idée que si vous êtes dans la maturité, alors vous ne devriez user que des outils doux dans les interactions, même, et surtout, quand votre vis-à-vis est en train de déployer une charge négative grandeur max. Les outils doux ne fonctionnent que dans des interactions positives ou neutres, dans lesquelles chacun prend soin de désamorcer en lui-même toute éventuelle charge négative qu'il aurait tenté de déployer. De fait, quand une personne en maîtrise émotionnelle interagit avec une personne respectueuse, aussi maladroite que cette personne puisse être par ailleurs, la personne en maîtrise émotionnelle ne fait jamais usage des outils rudes de communication psychologique. Mais essayez donc de porter une charge négative directe contre une telle personne, et elle sera heureuse de vous recadrer de manière précise et nette. À la différence d'une personne qui n'a pas la maîtrise émotionnelle, l'individu qui a la maîtrise émotionnelle est capable de mobiliser avec rigueur et avec vigueur les outils rudes de communication psychologique, mais en étant capable, une fois que cela n'est plus nécessaire, de restaurer impeccablement son plaisir de vivre, et donc sa sérénité intérieure, et de revenir à l'usage des outils doux de communication psychologique. Il sera capable de couper toute relation avec une personne qui voudra persister à lui adresser des charges négatives, et de le faire avec un réel plaisir et une totale rigueur. Les personnes qui ont envers les autres des tendances agressives, qui se plaisent à provoquer, à émerder, à enquiquiner, à égratigner, etc., ne doivent pas déformer ce qui vient d'être dit, pour légitimer l'expression de leurs tendances agressives. Les personnes qui ont des tendances à s'emporter facilement et à s'enflammer facilement, ne doivent pas, non plus, déformer ce qui vient d'être dit pour légitimer leurs tendances émotives. L'individu dans la maîtrise émotionnelle n'a plus en lui d'agressivité, son expression naturelle dans la communication psychologique se tient tout entière dans les outils doux, simplement il possède la pleine capacité à faire face à l'agressivité, même quand celle-ci ne s'assume pas et se cache derrière de faux traits d'humour et de lâche. Insinuation. La maîtrise de la réflexion rationnelle suppose la capacité de discuter rationnellement des idées, et donc de le faire avec une grande exigence de rigueur rationnelle, ce qui ne signifie en rien de l'érudition intellectuelle. Quand vous êtes engagé dans une discussion qui se veut intellectuelle avec une personne en maîtrise de sa réflexion rationnelle, vous n'êtes pas à l'abri de voir vos idées démontées si elles sont erronées, et cela, sans qu'il ne se soit jamais agi d'une volonté de vous rabaisser ou de vous descendre, c'est juste la conséquence directe d'une exigence de s'en tenir au vrai et au démontrable, au rigoureux et au logique. Maintenant, si vous réagissez émotionnellement alors que vous êtes supposé être dans une discussion intellectuelle, et si vous vous lancez dans une opération intellectuellement malhonnête et émotionnellement agressive, parce que réactive, vous vous exposez à l'une ou l'autre des deux choses suivantes, si vous avez affaire avec un individu en maîtrise émotionnelle, soit à un refus net de poursuivre plus avant cette interaction, soit à quelques recadrages d'avertissement qui peuvent aboutir à une fin nette de l'interaction si vous persistez dans votre charge négative. Non, vous n'allez pas pouvoir marcher sur la tête d'une personne en maîtrise émotionnelle, en croyant qu'elle devrait être lisse et plate du point de vue de la communication psychologique. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas la perte de la capacité de se défendre contre des charges relationnelles négatives, mais elle signifie bien la capacité de ne plus produire de charges relationnelles négatives, nonobstant la fragilité émotionnelle de ceux qui ont peur que soit mise à jour l'inconsistance de leurs prétentions de pensée. Ceux-là auront toujours l'impression d'être agressés quand il est question de remettre en question leurs croyances erronées, aussi répandues et communes que soient ces croyances. Seul l'individu en maîtrise émotionnelle est capable d'incarner un respect relationnel strict et constant, et s'il est l'auteur d'éléments de relations négatifs, il saura faire le nécessaire pour se faire pardonner sans délai. Seul l'individu en maîtrise émotionnelle est capable d'être heureux dans sa vie, de cette qualité de bonheur qui n'oblige personne et qui ne nécessite aucune relation. Seul l'individu en maîtrise émotionnelle est capable d'être heureux dans une relation, peu importe la configuration de cette relation, à partir du moment où il y a du respect, et le respect c'est tout simplement la capacité de s'abstenir de projeter de la négativité sur l'autre. Seul l'individu en maîtrise émotionnelle est capable de soutenir une discussion intellectuelle exigeante sans la ramener sur le terrain émotionnel, et de soutenir une telle discussion de manière respectueuse, en prenant le temps d'écouter et de prendre en compte les arguments de l'autre, que ce soit pour les confirmer ou pour les réfuter. La maîtrise de la réflexion rationnelle et la maîtrise émotionnelle sont les deux principaux aspects de la maturité psychologique. Les problèmes des individus, pour la plupart,
sont des conséquences de carences rationnelles et de carences émotionnelles plus ou moins importantes. Cela signifie que lorsqu'un individu a atteint la maturité psychologique, il devient capable de résoudre la plupart de ses problèmes, et le recours pertinent au service des hommes de compétences adaptées et des hommes de capacité. Adapté, professionnalisé ou non, fait partie de la capacité de l'individu à résoudre ses problèmes, et il devient capable de vivre une vie heureuse, c'est-à-dire d'être réellement heureux dans sa vie. La plupart des gens ont juste assez de plaisir dans leur vie pour ne pas avoir envie de se suicider, tout en se plaignant sincèrement de ce que leur vie est difficile et de ce qu'ils souffrent souvent de bien des choses. Les problèmes de la société, pour la plupart, sont aussi la conséquence plus ou moins directe des carences rationnelles et émotionnelles de la plupart des gens. Il faut bien comprendre que le système social essaie de réguler ces problèmes, et dans les complexités de ces efforts, des problèmes secondaires et spécifiques des mécanismes du système apparaissent, mais le système social n'est pas responsable des problèmes primaires, ce sont les individus immatures qui en sont responsables. Pour prendre une image, la police n'est pas responsable de la délinquance, du banditisme et du gangstérisme, mais la police est bien responsable des dérives policières. Il y a deux solutions aux problèmes de la société, une solution de fond et une solution d'appoint. La solution de fond serait évidemment que tout le monde, ou du moins l'écrasante majorité des gens, parviennent à la maturité psychologique. Mais quelle est la solution d'appoint ? Ce serait que l'appareil dirigeant ne soit composé que de personnes ayant la maturité psychologique, car seul un tel appareil sera capable de maîtriser intellectuellement la complexité inévitable des structures systémiques nécessaires à la neutralisation des effets de l'immaturité psychologique de la population, sur le vivre ensemble, et capable de tenir la tension psychologique qui naîtra du rapport de force entre un système efficace mais autoritaire, et une frange minoritaire mais toujours immature de la population, qui essaiera constamment de déstructurer le système. Comment la solution de fond peut-elle être mise en place ? Il faut deux choses. Il faut d'abord disposer d'un art de travail psychique suffisamment abouti et efficace pour permettre aux enfants qui le pratiquent, d'arriver à l'âge adulte, à l'âge de la majorité légale pourrait-on dire, en état de maturité psychologique, et de permettre aux adultes qui le pratiquent, de réaliser la maturité psychologique en un temps raisonnable à l'échelle d'une incarnation. Un tel art nécessite des enseignants psychiques ayant réalisé eux-mêmes à minima la maturité psychologique, au mieux la maturité psychique, qui est la maturité psychologique, plus un niveau non négligeable de maîtrise de capacité psychique. Et il faut ensuite que l'enseignement de cet art de travail psychique soit une matière importante et obligatoire dans le système éducatif, depuis l'école primaire, cycle primaire, jusqu'au terme du lycée, second cycle, pour devenir une discipline parmi plusieurs autres au troisième cycle, l'université et les écoles supérieures. Non, je ne parle pas de l'introduction de quelques formes de méditation, ou de yoga, ou de relaxation dans certaines écoles plus ou moins marginales, ou plus ou moins isolées. La solution de fond nécessite, d'abord, qu'il y ait un grand nombre de psychiques matures sur la planète, se signalant donc par un niveau significatif de maîtrise de capacité psychique, qui présuppose une grande force psychologique caractéristique de la maturité psychologique, ensuite que ces psychiques matures soient issus d'eux. La même école psychique afin de disposer d'emblée d'une base d'unité de corpus intellectuel et de techniques de travail, et enfin que l'école psychique ayant produit autant de psychiques matures, grâce au soutien de ces psychiques matures, parviennent à convaincre le système social d'inscrire l'enseignement de l'art du travail psychique de cette école, dans les matières importantes obligatoires du système éducatif. Entendu que les enseignants psychiques seront issus exclusivement de l'école psychique considérée ici. Est-ce que la structure de la solution de fond est bien comprise à ce stade ? Disons-le de la manière suivante, il faut un processus en 3 grandes étapes. Première grande étape, il faut qu'un psychique mature, voire plus, un maître psychique, mais restons dans des termes modestes, il faut qu'un psychique mature constitue un corpus intellectuel et un système technique qui soit assez consistant et assez pertinent pour constituer la matière d'une école psychique. Cette école psychique doit vraiment exister comme un centre physique avec des bâtiments et des équipements, dans un cadre agréable et spacieux, même si le centre physique ne servirait qu'à rassembler les pratiquants 2 fois ou 4 fois par an par exemple, pour de grands séminaires ou de grandes retraites en immersion, entendu que le reste du temps les élèves de l'école psychique peuvent étudier le corpus et pratiquer le système chez eux. Deuxième grande étape, il faut que l'école psychique s'assure que les psychiques matures qui auront émergé de son travail, acquièrent une pleine maîtrise intellectuelle du corpus intellectuel et du système technique, afin d'être en capacité d'enseigner correctement l'art du travail psychique si tel était leur choix. Cela signifie que le psychique mature fondateur de l'école psychique,
aura pris soin de travailler à la rédaction du corpus intellectuel dans sa forme la plus complète et la plus rigoureuse possible, et à la rédaction du système technique dans sa forme la plus précise et la plus essentielle possible. Troisième grande étape, il faut que l'école psychique s'assure d'initier et de réussir le processus de conférence-démonstration ou de conférence-expérience par lequel l'école psychique va convaincre les différentes autorités capables d'introduire une nouvelle matière dans l'éducation du primaire au secondaire, de la nécessité d'introduire l'enseignement de l'art du travail psychique comme matière importante et obligatoire dans le système éducatif, obligatoire du primaire au secondaire, entendu que seuls les élèves issus de l'école psychique et disposant du mandat de l'école psychique seront autorisés à enseigner comme enseignants de l'art du travail psychique, au sein du système éducatif. À quel moment, finalement, est-il question des volontaires incarnés dans ce propos? Quand l'école psychique aura fait la démonstration publique de sa compétence, un élément de la troisième grande étape, bien. Évidemment, de nombreuses personnes voudront s'y inscrire et en devenir des élèves. Mais dans les temps de la première grande étape, à partir du moment où l'école psychique est créée, qui viendra s'y inscrire comme élève, et qui supportera d'étudier et de pratiquer pendant un certain nombre de temps sans avoir la certitude absolue de pouvoir arriver à la maturité psychique en un temps raisonnable? Qui sera capable de s'engager dans un chemin d'études et de pratique qui ne présentera de prime abord aucune possibilité certaine de déboucher dans la société? Seuls des volontaires incarnés sont capables d'un tel niveau de prise de risque et d'un tel niveau d'engagement, sur la base d'une matière dont les contours sont encore insaisissables et dont les ramifications sont encore impensables. La première génération des élèves de l'école psychique sera évidemment constituée essentiellement de volontaires incarnés, qui viendront y travailler pour éveiller une partie significative de leur capacité psychique, et pour restaurer une maturité psychologique à laquelle ils sont déjà parfaitement habitués quand ils sont incarnés dans leur race magnétique normale. N'importe qui, fût-il volontaire incarné, ne peut pas se lever un bon matin et créer la véritable école psychique de référence. Il faut à minima que la personne ait atteint le niveau de psychique mature, ce qui signifie la maturité psychologique à laquelle s'ajoute la maîtrise d'une certaine base de capacité psychique. Techniquement d'un certain niveau énergétique de force psychique, il faut ensuite que la personne ait acquis la pleine maîtrise intellectuelle du corpus intellectuel et du système technique de l'art du travail psychique. Il faut ensuite que la personne ait eu le temps de rédiger patiemment ce corpus et ce système. Il faut enfin que la personne ait rassemblé d'une manière ou d'une autre suffisamment de moyens financiers pour créer, faire construire et faire structurer, pour créer concrètement. Et faire vivre l'école psychique de référence, et mettre en place tout ce qui sera nécessaire pour que l'école psychique suive les centaines, puis les milliers, puis les dizaines de milliers d'élèves qui vont étudier le corpus et pratiquer le système chez eux, venant 2 ou 4 fois par an au centre physique de l'école psychique pour des intensifs d'études et de pratique, et aussi des intensifs de stimulation énergétique. Il ne sera pas question que chaque psychique mature formé par l'école psychique aille se créer sa propre école ou son propre groupe ici et là. En tout cas, agir ainsi ce sera aller contre l'objectif de la solution de fond. Si les gens veulent étudier et pratiquer, les psychiques matures doivent les diriger vers l'inscription à l'école psychique, qui est gardienne du corpus et du système, et qui n'a pas besoin que des psychiques matures, ou plutôt des élèves immatures qui veulent s'émanciper de l'école psychique par quelques mécanismes dont seul l'immaturité a le secret, et qui n'a pas besoin que des psychiques matures concoctent leur propre version, appauvrie et déformée, du corpus et du système, pour l'enseigner. L'école psychique sera capable d'enseigner le corpus et le système, et de suivre les pratiquants. Mais les psychiques matures agréés par l'école psychique seront autorisés à conduire des sessions ou des retraites de stimulation énergétique pour le compte de l'école psychique, hors ou au sein du centre physique de l'école psychique. Un psychique mature peut se servir de ses capacités psychiques et de ses capacités énergétiques dans différentes sortes de métiers énergétiques, notamment comme voyant, comme magnétiseur, comme énergéticien, ou comme conseiller intuitif. Mais la fonction d'enseignant psychique ne devrait être pensée que dans le seul cadre de la solution de fond. Du moins quand il s'agit de penser le troisième grand domaine de base d'une civilisation, son système éducatif psychique. Non pas son système éducatif tout court, mais bien la capacité de son système éducatif à former des adultes psychologiquement matures. Si les volontaires incarnés veulent réellement contribuer à faire évoluer le système éducatif psychique de la civilisation de l'humanité terrestre, bien que ce système ne soit pas encore psychique, mais déjà dans l'optique où il faudrait qu'il le devienne, donc, si les volontaires incarnés veulent réellement contribuer, au lieu de faire partie encore du problème, ils devraient rejoindre l'école psychique dès qu'elle sera créée, et ils devront aider l'école psychique de référence, de toute leur force,
pour réaliser la deuxième et la troisième grande étape dans la solution de fond. Et in fine, ce seront normalement les volontaires incarnés, devenus des psychiques matures grâce à l'école psychique, qui doivent devenir les premiers enseignants psychiques à enseigner l'art du travail psychique, de manière systématisée, dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, sous la supervision de l'école psychique de référence. À partir de là, il suffira de quelques générations pour que la majorité des humains terrestres soit composée d'hommes et de femmes ayant la maturité psychologique. Sensei Cyril Ndangasu.